Bonjour, je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais continuer de vous lire le livre spirituel Le fil rouge. Chapitre 17. Mars, le silence. Katia était fatiguée. Que dis-je? Elle était exténuée. Son mari donnait son accord pour une indemnité moindre concernant la prestation compensatoire et s'opposait à ce qu'elle lui rachète les parts de la maison. Il devenait ignoble. Elle avait l'impression de tomber dans un puits sans fond. Deux options se présentaient à elle: dormir pour toujours ou se relever. Sa marraine l'appela à cet instant précis où elle oscillait entre ces deux directions. Elles discutèrent longuement ensemble. Au terme de la discussion, elle choisit la deuxième option, car elle avait envie de savoir si son premier récit pouvait remporter un succès d'estime ou pas. C'était aujourd'hui sa seule motivation, et son fils comptait pour elle et Rodolphe. Elle attendait le printemps avec impatience, signe de renaissance, et elle en avait besoin de renaître. Elle écoutait à nouveau des morceaux de musique mélancolique, et notamment les musiques des films de Claude Sautet, Les choses de la vie, Le vieux fusil, César et Rosalie, avec Romy Schneider comme héroïne. Elle avait lu l'histoire de la vie de cette dernière, et il y avait quelques similitudes avec Katia. C'était une femme forte et fragile à la fois. Elle se fixa un but: profiter de la vie, telle une aventurière, mais ne s'attacherait plus, sans vanité aucune. Elle pensa que personne ne la méritait, et elle était bien décidée à faire souffrir à son tour. Elle se vengerait. D'ailleurs, elle s'était guérie de son premier amour de la même manière: saper la jante masculine, les séduire et les jeter tels des mouchoirs en papier. Mais le ferait-elle vraiment? Elle en voulait à l'univers de lui infliger tant de tourments. Elle avait fait tant de prières, brûlé tant de bougies, qu'elle avait l'envie soudaine de détruire tous les crucifix. Sa marraine l'avait motivée pour poursuivre son chemin de vie. Elle devait à présent se concentrer. Des journalistes l'avaient sollicitée pour une interview apparaître dans un magazine distribué au personnel de grandes entreprises françaises. Cette interview concernait son premier ouvrage et était essentiellement axée sur les relations entre les salariés et la hiérarchie. Cette proposition était valorisante pour elle. Elle avait des choses à dire au monde entier, à crier. Elle se révoltait. Il faisait un beau soleil en ce début de mois de mars. Elle fit un grand ménage dans sa maison, tria ses vêtements. Au milieu de la table de séjour trônait un bouquet de jonquilles. La chaleur, le soleil, la lumière, c'est ce qui lui manquait dans la vie de Katia. Et curieusement, elle avait l'intuition qu'elle pouvait faire nouveau confiance à Rodolphe, malgré le silence qui les séparait depuis le début de l'année. Des instants de connexion étaient toujours présents, bien que plus distants. Le soir, elle sentait parfois de l'air frais passer sur son visage. Il était là. Elle emmagasinait sa bouffée d'oxygène et s'endormait. Elle savait, elle avait l'intime conviction qu'on avait bel et bien voulu les séparer durant les fêtes. Cette idée lui était insupportable. Vous n'avez pas de flamme jumelle? Vous pouvez remercier le ciel. Ce n'est ni un conte de fées, ni une sinécure, car le décalage qui existe entre l'âme consciente du lien, Katia, et l'âme inconsciente, Rodolphe, même si c'est cette dernière qui a établi la fameuse connexion, le décalage est tel que Katia voyait le moment où elle allait sombrer tellement Rodolphe avait été cruel avec elle. Tel est le parcours des flammes jumelles. Elle était prête, pas lui. Elle avait atteint sa complétude, pas lui. Elle devait le comprendre et l'accepter. L'acceptation, c'est ce qu'il y avait de plus difficile. Lui qui avait mis cette femme sur un piédestal, il avait peur de ne pas être à la hauteur, alors qu'il aurait suffi de 2 ou 3 mots de sa part pour la rassurer.
Elle repensait à leur entrevue. Il avait choisi l'attaque comme moyen de défense et avait montré son côté obscur. Katia connaissait Mr. Jekyll. Elle allait devoir apprendre à connaître Mr. Hyde. Il était tout simplement parti dans une dérive émotionnelle. Pour la première fois de sa vie, il ne l'avait pas regardée dans les yeux. Il aurait montré ses sentiments, or il ne fallait pas. Pourtant, il les avait bien dévoilés quelques mois auparavant. Oui, mais là, c'était différent, car il savait que les sentiments de Katia étaient réciproques, donc cela devenait dangereux. Il devait rester dans le contrôle, lui, qui avait essayé de l'oublier depuis Noël, avec l'aide des forces invasives extérieures, amis, famille, etc. Oui, mais il semblerait que le destin en avait décidé autrement. La source frapperait d'ailleurs ces forces invasives, ennui, maladie, panne, voire la mort. Le lien des flammes jumelles est protégé. On pouvait le retarder, le bloquer, mais pas le stopper. Elle savait qu'il traversait sa nuit noire de l'âme, comme elle l'avait connu en novembre. Depuis le début de l'année, rien n'allait dans la vie de Rodolphe. La source lui avait envoyé des épreuves, problèmes au travail, ainsi qu'au niveau familial, comme il l'avait évoqué à Katia. D'après son fils Igor, ses amis ne le reconnaissaient plus. Il devenait colérique et encore plus sauvage qu'auparavant. Il avait changé physiquement. Cela avait d'ailleurs été un choc pour Katia. Il était amaigri. Elle pensa à un problème de santé. Il s'imaginait probablement avoir été frappé par la malchance et il n'avait pas l'habitude de cela, ou bien encore qu'il était victime d'injustice. Plus Rodolphe serait défiant contre la source qui tentait de le mener vers son destin, plus la source frapperait fort. Et Katia connaissait bien Rodolphe. Plus il allait mal, plus il faisait l'ermite. Donc, à son sens, elle n'était pas près d'avoir de ses nouvelles. Il devait construire son intériorité, ouvrir son cœur et se détacher des énergies négatives, comme l'avait fait Katia quelques mois auparavant. Il n'avait plus le contrôle et cela lui était inconfortable. Il regrettait d'avoir été dur avec Katia. Il culpabilisait. Il ne saurait pas quoi lui dire quand il reviendrait vers elle. Katia se sentait rejetée. Il allait se sentir abandonné, comme Katia l'avait été au terme de l'année précédente. Toujours ces vies menées en parallèle, mais pas au même moment. En ce milieu du mois de mars, Katia repartait à Paris. Elle savait qu'elle allait passer une agréable journée en compagnie d'Igor, et cela la mettait en joie. À cette occasion, ce dernier lui annonça qu'il viendrait probablement passer 2 ou 3 jours avec elle en avril, après avoir passé les fêtes de Pâques avec son plus proche camarade. De toute façon, elle avait toujours le soutien de sa marraine et de sa meilleure amie, et elle devrait se montrer sous son plus beau jour lors de sa première séance de dédicace dans un lieu non éloigné de son domicile. Son frère, Elias, était toujours aussi empathique à son égard, et les beaux jours arrivant, les visites surprises du dimanche allaient reprendre. Le temps serait moins long à supporter. Déception, grosse déception. Katia fut victime de la Covid et ne put assurer sa séance de dédicace. Elle allait vivre une semaine de grande solitude, encore une nouvelle épreuve envoyée par la source. Dans ce contexte particulier et nouveau soir de pleine lune, elle était sous l'emprise d'énergies funestes et dormit sur le carrelage de la salle de séjour, comme le 20 novembre, comme le 18 janvier, comme le 18 février. Elle en avait assez d'être dans la nuit. Elle voulait retrouver le jour. Elle attendait le mois de mai avec impatience, mois de sa naissance, mois normalement qui devrait la conduire sur un nouveau cycle astral. Et le manque de communication avec Rodolphe devenait insoutenable. Cette nuit-là, elle pleura à nouveau toutes les larmes de son corps. Elle en avait plus qu'assez. Tout était trop long et trop lent.
Elle avait la sensation d'être entourée de forces nuisibles. Elle écoutait en boucle la musique du film Le Clan des Siciliens d'Ennio Morricone, le morceau musical Enterrement sous-marin de François de Roubaix, Deborah's Theme, Once Upon a Time in America d'Ennio Morricone. Elle se sentait dans les limbes des profondeurs des océans. D'ailleurs, elle avait une étrange attirance pour la profondeur des océans. Souvent, elle roulait en direction de la mer, qui était seulement située à une dizaine de kilomètres de sa maison. Montait sur les rochers et regardait en bas, la tête lui tournait, et elle savait que si un jour, pour une raison ou une autre, elle devait mettre fin à ses jours, elle se jetterait à la mer. Elle possédait à présent à son actif les 5 blessures de l'âme: la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon et le rejet. Et il lui restait à guérir cette dernière blessure principale. Le printemps arrivait, les marguerites poussaient. Katia ramassa quelques fleurs, en fit un petit bouquet. Elle fit trôner ce dernier sur la table de sa cuisine en pensant à sa grand-mère maternelle. Elle seule pouvait l'aider, un tant soit peu, à surmonter les dernières épreuves qui l'attendaient. Katia décida de lâcher prise, afin de laisser de l'espace et de l'énergie à Rodolphe. Elle devait à tout prix retrouver sa joie de vivre, son optimisme, et s'en remettre entre les mains de la source. Elle devait à nouveau se concentrer sur elle-même, se reconnecter à son âme, retrouver la foi, refaire des prières, rallumer ses bougies, et par-dessus tout, retrouver toute la confiance en elle, en lui, retrouver sa force et son courage, atteindre sa puissance divine. Après tout, cette période de séparation était obligatoire sur son parcours. Alors elle se remit à écrire, envoya une petite nouvelle à son éditeur. C'est comme si Rodolphe avait allumé une étincelle et qu'elle en faisait un feu. Tu veux que je sois encore plus forte, pensait-elle. Alors allons-y. Sa mère avait subi une opération chirurgicale. Elle devrait donc être un peu plus présente qu'à l'accoutumée au domicile de ses parents. Toutefois, elle avait décidé de se choisir en priorité. Elle annulerait aucun rendez-vous, ne se sacrifierait plus pour personne. Elle en profita également pour classer tous ses papiers, mettre ses comptes à jour, car depuis un mois, elle avait perdu pied et n'était plus capable de faire grand-chose. Elle réfléchit à son avenir et resta sur l'idée d'une formation d'hypnothérapeute. Seulement voilà, pour cela, il lui faudrait habiter en ville un temps, car elle voulait avoir une formation sur site et non à distance. Mais il y avait une chose dont Katia était sûre, elle n'était pas dans son monde. Elle repensait à Rodolphe. Il avait vieilli de 10 ans en un an. Elle avait rajeuni de 10 ans dans le même temps. Durant cette phase de séparation et au cours d'une semaine particulièrement difficile, ni Rodolphe, ni Katia n'étaient au beau fixe. Leurs énergies étaient au plus bas. Rodolphe était impulsif, hargneux et irascible avec les siens. Katia passait par une phase de grande solitude, comme si la source lui demandait de couper avec la société. Rodolphe représentait le vide à ce stade du parcours. Elle était à présent un skipper sans boussole. C'était la deuxième du noir de l'âme que traversait Katia. La première et probablement la seule pour Rodolphe. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre où vous donnez. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. L'enfer sur terre où vous donnez. L'enfer sur terre où vous dormez sur le sol pour ne pas tomber plus bas en vous tordant de douleur, car votre demi-âme a coupé toutes les communications afin de réaliser son chemin d'éveil spirituel. Puis, la source mit Katia devant une période de vraie sociabilisation. La famille, bien sûr, eu égard à l'opération chirurgicale de sa mère, dernière épreuve envoyée par la source, avant les retrouvailles et après la semaine de grande solitude, et les amis qui revenaient à sa rencontre, comme l'amie qu'elle s'était faite lors de ses cours de yoga. Car il faut bien dire que depuis le début du parcours, elle avait eu l'impression de vivre dans un monde quelque peu magique.
et ce monde de l'éther l'avait quittée pour qu'elle redevienne elle-même, mais dans une meilleure version. Elle décida donc de continuer de se battre, de tomber amoureuse de la vie, de prendre soin d'elle, d'être joyeuse, afin que son taux vibratoire soit élevé, condition sine qua non pour que Rodolphe revienne vers elle. Le parcours de flamme jumelle est tellement exigeant que l'on a l'impression, à ce moment-là, que rien ne peut nous atteindre. Katia devait se libérer de la blessure de Roger et être heureuse seule, uniquement pour elle-même, heureuse de vivre, heureuse de ses réussites professionnelles. Son éditeur avait donné son accord pour la petite nouvelle écrite durant l'hiver. Rodolphe devait se libérer de la blessure d'injustice, blessure qui l'accompagnait depuis sa plus tendre enfance, lors de blessures communes, la trahison. C'est la raison pour laquelle il restait dans le fantasme, mais s'interdisait d'aimer. Selon lui, l'amour n'existait pas. Il confondait amour et dépendance affective. À son sens, l'amour affaiblissait les individus et les empêchait d'atteindre le but ultime qu'il s'était fixé professionnellement. L'amour renforce, bien au contraire, et permet d'accomplir de belles choses, tant au niveau personnel que professionnel. Devant ce constat, au crépuscule, elle écoutait en boucle le morceau musical Shine on You Crazy Diamond de David Gilmour, en pensant en Rodolphe. Elle déprimait. Elle était telle une héroïnomane à qui il manquait sa dose, encore une fois. Lui restait dans le silence, l'isolement, et demeurait dans sa procrastination. Il avait envie de contacter Katia, mais il avait peur de sa réaction. Elle l'avait nourri durant des mois. Elle avait besoin d'être nourrie à son tour. En plus de 2 ans, c'était la première fois qu'il n'avait aucun contact pendant plus d'1 mois. C'était difficile, très difficile. Katia espérait qu'il allait combattre ses peurs rapidement. Fin mars. Il faisait presque un temps estival. Elle songeait à ses projets d'avenir, dont elle gardera le secret. Les cerisiers étaient en fleurs et Katia reprenait espoir. Étrangement, le fait d'avoir contracté la Covid durant l'hospitalisation de sa mère, durant son état de plus grande souffrance, était comme un signe pour elle. Katia se sentait à nouveau sous protection. Elle écouta à nouveau les morceaux musicaux qui l'avaient bercée l'été précédent, dont le bal d'Hélas de Michel Polnareff. Tout est arrivé ce soir de juin. Ou bien encore quelques mots d'amour de Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi. Elle devenait à nouveau nostalgique. Elle visionna l'opéra La Traviata de Giuseppe Verdi. En cette fin de mois de mars, elle devait effectuer un long parcours en voiture. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée par Rodolphe. Il lui parlait à nouveau, il repensait à elle. Les contacts téléphoniques et la télépathie étaient ses modes de communication préférés. Katia était plus axée sur le premier mode et l'écriture. La peur de le perdre la quitta. Pour Katia, il était terrorisé, aussi le jeune homme, qui s'astreignait à un entraînement intensif pour répondre à l'attente de ses parents. Le démon de Mademoiselle Prime, Paulo Coelho. Comme elle auparavant, il travaillait énormément. Elle écrivait beaucoup. 31 mars, ce maudit mois, tel le Ghan, train le plus long du monde, reliant Adélaïde à Darwin, en Australie, était enfin terminé. Katia ouvrit la porte-fenêtre et prit une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène. 1 mois de plus. Je vous retrouve bientôt, mes amis, pour le chapitre 18, le mois d'avril, la transmutation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt. Prenez soin de vous.